Bonjour à tous, merci d'être ici parmi nous. Nous avons le plaisir de commencer cette première journée des rencontres avec cette table ronde sur l'accès à l'eau, gestion et préservation, sujet d'actualité et qui montre justement l'interdisciplinarité de cette chaire. Nous avons parmi nous, donc merci Marie-Laure Vercambre d'être parmi nous, directrice générale du Partenariat français pour l'eau. Marie-Laure a une expérience remarquable en organisation à but non lucratif et une grande expertise sur le sujet de l'eau. Et Joël Ruet, donc chercheur associé à notre chaire et chercheur à l'École polytechnique et au CNRS, fondateur aussi du Bridge Tank et avec une grande expertise aussi sur l'eau et les tensions nord-sud. Donc aujourd'hui, on va commencer par des questions et après on vous permettra aussi de nous rejoindre avec vos questions. Je vous propose de commencer à réfléchir sur les grands défis auxquels nous devons faire face en ce moment en matière d'eau. Donc je propose Marie-Laure de commencer et puis après je passerai la parole à Joël. Merci. Merci. Et merci pour l'invitation. Merci de vous pencher sur ce sujet dont on parle beaucoup. C'est mieux ? Dont on parle beaucoup en France en ce moment. Et il y avait la première conférence sur l'eau douce aux Nations Unies il y a 2 semaines. Exactement, nous étions avec Joël Ruet. Et c'était la première conférence de l'ONU sur l'eau depuis 1977. Voilà, c'est un sujet, la gouvernance mondiale de l'eau, sur lequel je reviendrai, mais brièvement, puisque ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Quelques mots simplement pour vous présenter l'organisation que je représente. Le Partenariat français pour l'eau, c'est une association, effectivement, une plateforme multi-acteurs qui a été créée, instigée par le ministère de l'Environnement et des Affaires étrangères en 2007, qui compte aujourd'hui 200 membres, et parmi lesquels vous trouverez l'État, tous les ministères pertinents, l'AFD, l'OFB, des établissements publics, les agences de l'eau, ensuite des collectivités, des grandes entreprises, des petites entreprises, des pôles de recherche, des pôles universitaires, des ONG, donc Veolia, CNRS, Action contre la faim, Secours Islamique France et d'autres. Et puis des personnes physiques. Voilà, donc 200 membres actuellement. Nous venons aussi d'accueillir Danone et nous faisons travailler nos membres dans le cadre de groupes de travail. Ils nous rejoignent parce qu'ils souhaitent participer d'ailleurs à ces groupes de travail dans lesquels nous élaborons la voix du secteur de l'eau français à l'international. Donc il s'agit de l'expression de la voix du secteur de l'eau sur les grands enjeux internationaux. Voilà, ça vous situe un petit peu les enjeux dont je vais parler juste après. Vous m'avez posé une question sur les grands enjeux de l'eau. Alors, il y a un rapport très important de l'UNESCO qui vient de paraître, qui paraît tous les ans et qui fait l'état des lieux des ressources en eau dans le monde. Et il parle cette année notamment de ce qu'on appelle de plus en plus communément la crise mondiale de l'eau. Et je voudrais vous donner un chiffre, parce que je pense que vous aimez tous les chiffres ici. Il établit que la demande en eau au niveau mondial va croître d'1% jusqu'à 2050. Donc on est sur une croissance qui est évaluée à ça par ce programme de l'UNESCO, 1% par an, sachant qu'on en utilise déjà trop, globalement. Donc voilà pour la durabilité. Et les grands enjeux, les grands enjeux au niveau international, ils ont été très réfléchis et très bien édictés par l'agenda 2030, et notamment par l'objectif de développement durable numéro 6, mais pas seulement, il y a d'autres objectifs de développement durable qui ont aussi des cibles et des indicateurs relatifs à l'eau. Alors, l'agenda 2030, je pense que vous savez, je vais quand même vous dire ce que c'est. Ce sont donc 17 objectifs qui ont été adoptés aux Nations Unies en 2015 et qui
qui ont fait l'objet de beaucoup de discussions entre les États membres des Nations Unies et tous les experts sur 17 grands sujets, dont l'eau douce, avec l'objectif 6. Et comme je vous le disais, il y a une douzaine d'autres objectifs, cibles plutôt, dans des objectifs qui vont porter sur le changement climatique, sur la préservation de la biodiversité, sur les villes durables, la consommation durable, etc. etc. Et donc l'objectif, l'ODD 6, de quoi parle-t-il? Alors il a 8 cibles, essentiellement. La première porte sur l'accès à l'eau potable universelle. On estime qu'il y a à peu près 2 milliards de personnes sur Terre qui ne boivent pas d'eau potable de manière permanente. 800 millions, pas du tout. La cible 2 de l'objectif 6 porte sur l'assainissement. À peu près 4 milliards de personnes n'ont pas accès à un assainissement de base. La cible 3 parle de la qualité de l'eau. Et c'est dans cette cible que l'on parle de la pollution, des déchets et notamment des eaux usées. Les eaux usées, il faut imaginer qu'au niveau mondial, on a à peu près 80% des eaux usées qui sont rejetées dans l'environnement sans aucun traitement. Et on s'est fixé entre 2015 et 2030 de réduire de moitié. Autant vous dire qu'on n'y est pas. La cible 4 est sur l'utilisation rationnelle des ressources en eau. Et là, on est sur le concept d'efficiency. Par tous les utilisateurs, tous les secteurs confondus. La cible 5, décidément, est sur la gestion intégrée des ressources en eau. Ça, c'est vraiment un concept, la façon dont on gère l'eau de manière intégrée en France au niveau territorial et avec tous les utilisateurs a été vraiment développé en France depuis les années 60. Il y a une cible très importante là-dedans qui est sur les enjeux transfrontaliers. Comme vous pouvez l'imaginer, les États ne se précipitent pas pour se lier avec leurs voisins sur ce qu'ils vont prélever dans les cours d'eau et dans les nappes et dans les lacs. L'objectif 6 est celui sur l'environnement, sur la préservation et la restauration des écosystèmes, donc tous les écosystèmes. On a énormément drainé, asséché dans le monde, alors que les zones humides fournissent des services extrêmement précieux gratuitement. Et puis, évidemment, il y a la préservation de tous les écosystèmes aquatiques. Et les 2 dernières cibles portent sur la coopération internationale. Donc là, on peut aussi inclure le transfert de technologies. Et puis, le renforcement des capacités. Il y a un problème de capacité partout, d'ailleurs, pas du tout qu'au sud. Et la dernière cible est une cible sur la gouvernance qui préconise une plus forte participation des populations dans la gestion. Donc voilà pour les grands défis. Vous avez les défis de développement humain, de développement économique et des défis de préservation de l'environnement, d'utilisation des ressources. Voilà. Je vais peut-être en rester là pour cette première question. Et puis après, je reviendrai sur certains de ces points. Merci beaucoup. Joël? Merci Pilar. Je voudrais d'abord remercier évidemment la chaire Technology for Change de nous donner cette occasion, à nous tous d'ailleurs, de nous réunir dans un endroit prestigieux, dont le prestige vient aussi du fait qu'il est ouvert à tout public et que le public qui se déplace vers le Collège de France est un public curieux, intéressé. Donc je crois qu'il faut essayer de garder du temps pour les échanges. Donc un endroit prestigieux, un endroit élégant, et je crois que l'élégance aide à penser également. Et moi je milite, je pense que c'est un enjeu d'égalité territoriale, d'égalité sociale, qu'on ait des endroits dans lesquels la possibilité de réfléchir, d'échanger ensemble soit traité de cette manière par le pouvoir public. Voilà. Donc il faut remercier sans doute François Ier initialement, fondateur du Collège de France, mais enfin tous ses successeurs, et appeler à ce que l'esprit du Collège de France essaime sur nos territoires de la République. Je m'en arrête là, mais pour répondre à la question, le décor a été très bien campé par Marie-Laure Vercamp sur la question, j'allais dire, de l'organisation des enjeux. Je crois qu'il y a 2 aspects complémentaires qui seraient d'une part, j'allais dire, l'organisation des pratiques
Et puis l'organisation des besoins ou des objets. Je m'explique très rapidement. L'organisation des pratiques, c'est en lien direct à ce qui a été dit par Marie-Laure. Quand vous combinez un certain nombre de ces ODD qui sont un petit peu, non pas des briques élémentaires, mais des cibles élémentaires, vous pouvez faire schématiquement soit de l'optimisation de la ressource, en combinant différents ODD, ou en tout cas faire de l'optimisation de la ressource ou des usages ou des accès qui vont eux-mêmes, cette optimisation va contribuer à certains ODD, donc optimisation. Ça, c'est la version, j'allais dire, un peu ingénieriste, années 60, 70, 80, qui devient d'autant plus importante, et les pays qui ont des savoir-faire accumulés, c'est d'autant plus important que la ressource devient vraiment rare, et j'allais dire devient entre guillemets enfin rare, parce que la ressource est devenue rare dès les années 70 dans le Sahel, devient rare aujourd'hui. Il y a un vrai enjeu civilisationnel pour nous de savoir si la ressource devenant rare chez nous, eh bien cette optimisation, on va la faire chez nous tranquillement, etc. Et puis oublier le Sahel, ou se dire non, en effet, nous avons déjà oublié le Sahel, nous avons une problématique commune et cette optimisation, il faut la faire ensemble. Premier axe, l'optimisation, et évidemment, on y reviendra ensuite, la technologie a un rôle éminent dans l'optimisation. Deuxièmement, je lisais l'organisation des enjeux, je ne sais plus si je l'ai appelé comme ça, mais enfin, le deuxième point en tout cas est de savoir quelles sont les combinaisons de pratiques au-delà de l'optimisation. Eh bien, on peut faire aussi de la préservation-conservation. Marie-Laure l'a ébauché, si vous voulez, ça c'est au-delà de la ressource, j'allais dire physico-économique, c'est de considérer l'eau dans des écosystèmes, de considérer comme une ressource qui va au-delà de sa valeur d'usage propre, mais qui a une valeur écosystémique, c'est la préservation, ça lie à tous les enjeux de préservation de l'environnement, sur lesquels il y a un gros travail à faire. On sait que sur les conventions de l'ONU, par exemple, vous avez la convention climat, la convention désertification, la convention biodiversité, ce sont les trois grandes conventions régies par l'ONU. Donc il y a des COP climat que tout le monde connaît maintenant, il y a des COP désertification dont on parle pas, et des COP biodiversité dont on commence à parler un peu. Et les trois sont relativement, voire même fortement disjointes. Je crois qu'il y a un enjeu aussi. Et je pense que c'est quelque part aux techniciens, technologues, spécialistes des systèmes, et puis aussi aux usagers, de faire converger un peu ces trois conventions. Et puis la troisième partie serait alors la renaturation, ou peut-être là, c'est ce que tu indiquais sur finalement toutes les zones humides qui ont disparu, toutes les berges qu'on a rectifiées entre guillemets, les méandres qu'on a abandonnés, et puis j'allais dire toutes les forêts qu'on a exploitées, et là j'en viens à ce qui sera un de mes points très importants aujourd'hui. Je crois que l'angle mort aujourd'hui, il est double. Premièrement, un angle mort partiel. Alors des gens y travaillent, moi je voulais saluer ici nos collègues d'IAGF, l'Initiative pour l'avenir des grands fleuves, avec lesquels on travaille beaucoup. Éric Orsena notamment, qui s'excuse de ne pas être de là aujourd'hui, qui pense beaucoup à nous et à vous. Là, l'enjeu, c'est de se dire, c'est d'incarner également l'eau. L'eau, ça peut être des systèmes urbains, etc. L'eau, c'est la vie. Moi, je me suis toujours méfié de cet adage « l'eau, c'est la vie ». Quand l'eau, c'est tout, on le traite mal. Donc de l'incarner, et ce que fait IAGF, et ce qu'on essaie de faire aussi, nous, The Bridge Tank, et puis un petit peu, de plus en plus, j'espère, la chaire Technology for Change, on en parlait avec Pilar, ou d'autres géographies, c'est d'accompagner les fleuves, de considérer que les fleuves sont un ensemble, sont un point sur lequel vous avez incarné différentes problématiques de l'eau. Différents ODD, différentes technologies, différents partenaires, différentes approches, et puis différents enjeux. Ça, c'est le premier angle mort, de se dire, voilà comment on incarne l'eau. Il y a plusieurs manières, je prendrai l'exemple des fleuves, il y en a d'autres. Et puis le deuxième angle mort, et je m'en arrêterai là, sur ces fleuves, on connaît très bien les enjeux des deltas, et c'est normal, 80% de l'humanité vit au bord de la mer, un nombre considérable d'habitants de cette planète vit entourés ou dans des deltas de grands fleuves, et il y a un enjeu considérable pour l'adaptation au changement climatique et puis pour l'avenir de l'humanité. On connaît assez bien, on va appeler ça les cours des fleuves, et là c'est le partenariat français sur l'eau, maître en la matière. Le modèle a été un modèle de gestion intégrée d'agences de bassins, etc., est né en France en 1964 pour être précis. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce qui manque ? Eh bien, il manque les sources. Quelque chose d'aussi évident que la genèse, la source, on a perdu le contact avec la source. J'y reviendrai après, et peut-être avec une petite histoire un petit peu narrative, mais
Les géographes nous ont habitués à ce qu'un grand fleuve est une source, la source de la Loire, la source de la Seine, etc. Chaque grand fleuve a des dizaines de sources. Ces sources sont plus ou moins grandes, plus ou moins pérennes. Elles sont toutes fragiles et il faut les traiter toutes simultanément. C'est vrai dans le Sahel, j'y reviendrai, je pense, très largement dans mes 2 autres opportunités de parler. C'est vrai chez nous, et là, je crois qu'il y a une vraie coopération entre le Nord et le Sud. Je crois qu'il y a un vrai apprentissage entre les praticiens de l'eau, les sciences sociales, les communautés vivant dans ces zones-là, les questions de préservation, renaturation, optimisation, parce que là, on a quelque chose de très fragile. Vous avez mémorisé ça peut-être pour chaque grand fleuve a quelques dizaines de sources. Alors, quelques dizaines de sources, c'est à la fois, comme les racines d'un arbre, c'est très résilient, mais comme chaque source est très fragile, exposée à tout un tas de choses, on y reviendra, eh bien, toutes ces sources peuvent mourir individuellement, collectivement. Nos fleuves peuvent tarir. Et ça, je crois que c'est un vrai sujet. Merci beaucoup, Joël. On y reviendra sur justement le territoire et la collaboration au sein de ce territoire. Merci Marie-Laure. Je voulais revenir justement sur ces grands enjeux internationaux et cet angle d'entrée qui sont les objectifs de développement durable, qui nous donnent quand même un cadre très, très, très large, mais en même temps très précis avec les indicateurs qui nous font vraiment réaliser ou avoir un sens de l'ampleur de ces défis. Et on ne peut pas s'en passer, évidemment, dans une chaire Technology for Change, de réfléchir à ces tensions, utilisation de la technologie, mais aussi changement de comportement. Donc, je voudrais vous poser cette question sur la technologie et dans quelle mesure est-ce que la technologie est un levier justement pour surmonter ces défis au niveau global, mais aussi peut-être au niveau plus local, dans le cadre du partenariat français pour l'eau. Merci. Merci. Alors, oui, je voudrais juste rebondir effectivement sur ce que vient de dire Joël, sur cette notion de transversalité des enjeux de l'eau qui revient tout le temps comme un mantra dans notre communauté de l'eau. Et c'est vrai que c'est un des grands défis, parce que l'eau continue à être abordée en silo par ses divers utilisateurs. Et ça, c'est vraiment un des grands défis pour mieux gérer et mieux optimiser. C'est le cas au niveau de la gouvernance mondiale, et c'est le cas même en France, dans un pays où nous avons une gouvernance qui a été bien pensée, mais cette tendance à malgré tout continuer à gérer certaines questions, notamment des biens communs en silo, est très difficile à infléchir. Alors, je voudrais d'abord aussi vous donner un exemple qui est récent et qui est dans tous les esprits. C'est ce que la téléphonie mobile a pu changer, par exemple, dans les pays en développement. C'est quand même un exemple qui donne beaucoup d'espoir sur ce qu'une technologie peut réussir à faire en désenclavant et en apportant une quantité très importante de services auprès des populations qui sont les plus touchées par finalement tous les enjeux dont on parle. Voilà. Donc ça c'est vraiment c'est la success story. Enfin en tout cas un exemple de technologie qui a évidemment eu un impact mondial comme on le sait. Ensuite parler des technologies soit qui sont l'avenir, soit qui sont déjà remises en question. On parle beaucoup qui sont remises en question, mais il y a certainement des solutions, et probablement des solutions techniques. Donc on parle beaucoup du dessalement, n'est-ce pas ? Le dessalement, on a tout l'océan à dessaler, on devrait pouvoir s'en sortir quantitativement. Eh bien aujourd'hui, quand on doit adresser les enjeux d'énergie et les enjeux de l'accès à l'eau, par exemple, eh bien, beaucoup considèrent qu'il faut d'abord se pencher sur d'autres solutions parce que le dessalement est extrêmement énergivore, qu'il produit des déchets dont on ne sait pas quoi faire, que va-t-on en faire ? Et aussi, il y a une contrainte géographique très forte, puisqu'on dessale l'eau sur la côte et qu'après se pose la question du transfert de l'eau et donc de la pertinence de cette technologie pour certaines régions.
Donc voilà, par exemple, le dessalement. Mais on sait qu'on dessale de plus en plus. Il y a le coût énergétique, il y a cette contrainte géographique, etc. Ensuite, je voudrais vous parler de certains aspects technologiques liés à la pollution, aux pollutions. À New York, il y a 2 semaines, un des membres du PFE, Haut-de-Paris, a expliqué sa vision de la gestion de l'eau au niveau de la commune de Paris en lien avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et eux, ils sont vraiment dans la prévention. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire en sorte qu'on ait le moins possible à traiter l'eau et donc à, en fait, prévenir la pollution. Pourquoi ? Ce n'est pas qu'une vision, écologique, etc. Mais si ça l'est, notamment parce que l'osmose inverse, qui est la technologie qui est la plus utilisée pour traiter l'eau que nous buvons au robinet en France, est une technologie qui est extrêmement énergivore aussi. Donc, quand on veut adresser cette question-là, eh bien, effectivement, on va aller vers la prévention de l'externalité qu'on essaye de prévenir. Donc, il y a cette question de l'osmose inverse. Et puis, je vous citerai aussi ce que un groupe comme Veolia fait en matière de recherche sur les nouvelles pollutions. Bien sûr, il y a toute la R&D qui est faite par des centres de recherche publics ou bien des entreprises en interne ou bien ensemble sur la pollution. Et il y a ce nouveau front de ces nouvelles pollutions qui sont extrêmement préoccupantes et dont parlent très très bien des groupes comme Veolia notamment. Je voudrais vous parler aussi de ce qu'on réussit à faire technologiquement avec des partenaires du spatial. Le CNES, par exemple. Le CNES, en France, travaille très étroitement avec tout un nombre de partenaires, les agences de l'eau, les ministères, etc. On arrive à faire énormément de choses et je pense que c'est un horizon qui est extrêmement prometteur pour la gestion de l'eau. On a besoin de données. On a besoin et dans beaucoup de régions du monde, on a le plus grand mal à collecter ces données et de toute manière, on a toujours besoin de plusieurs sources de données. Et donc, le spatial est aussi un acteur extrêmement intéressant d'un point de vue technologique. Et puis, on va parler un tout petit peu aussi de réutilisation de l'eau et donc de recyclage et de technologies dont on parle beaucoup dans d'autres pays et qui nous viennent en force vu qu'en France on va avoir de plus en plus de périodes de sécheresse. Et on peut parler effectivement des très gros groupes qui se sont développés notamment en Israël, puisqu'ils ont eu à faire face dès la création du pays à un problème de pénurie d'eau extrêmement important. Et donc, il y a la réutilisation. C'est vrai qu'on a lu dans les médias récemment que la France était en retard. La France était-elle en retard si elle en avait beaucoup moins besoin ? Je pense qu'il faut poser le problème comme ça aussi, et je pense qu'on a tout à fait les moyens de rattraper un retard avec nos corps d'ingénieurs assez rapidement. Mais c'est vrai que la réutilisation, on voit en France, il y a des limites de régulation. Ça, c'est quand même, il y a des réponses à apporter, des réponses technologiques à apporter à nos gouvernants pour qu'on puisse développer la réutilisation de l'eau, ce qui est un vrai problème aujourd'hui. Il y a plusieurs groupes qui sont prêts à développer des technologies, de la recherche pour pouvoir aller plus loin, mais pour l'instant, ils ne le font pas. En France, et je parle de groupes très très importants, ils ne le font pas, notamment dans l'agroalimentaire, parce que ça n'est pas autorisé pour l'instant. Et bien sûr, il y a les technologies de goutte à goutte et les technologies d'irrigation qui sont extrêmement développées. Je citerai le groupe israélien Netafim, par exemple, qui est leader mondial. Et voilà, il y a énormément de réponses technologiques. Merci. Merci beaucoup. Alors Joël, pour continuer sur cette question de la technologie, on a vu donc en effet la technologie, elle peut aller influencer un nombre important de comportements, soit du recyclage, de dessalement, donc la potabilisation aussi,
l'irrigation. Si on parle un peu sur le côté fleuve et la source, vous mentionnez tout à l'heure le rôle essentiel de la technologie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur ce rôle clé de la technologie? Oui, merci. Alors, tout à fait en phase avec ce que disait Marie-Laure, d'ailleurs. Je vous fais remarquer, vous l'aviez remarqué, que Marie-Laure vous a fait faire un voyage, en réalité. Vous êtes allé de l'aval vers l'amont, elle a parlé de la désalination, etc. Donc ça, c'est dans les deltas. L'optimisation, lutte contre la pollution, etc. Ça, c'est dans ce que j'appelle le cours des fleuves, pour schématiser. Et donc, on arrive en effet au niveau des sources. Les zones de sources sont des zones en général plus naturelles. Et là, je vais vous parler un petit peu plus des pays en développement, en général, moins peuplés, moins urbanisés, du moins, mais avec une pression démographique qui est plus importante, toutes choses égales par ailleurs, aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans, c'est-à-dire avant le début des phases de sécheresse, et bien sûr plus importante qu'il y a 100 ans, au moment où justement on cherchait encore ces sources. Voilà. Donc, ce qui est vrai au niveau un petit peu du cours majeur du fleuve et de l'aval, c'est-à-dire la question de réfléchir sur les différentes techniques et puis sur la question de réutilisation de l'eau, sur la question de pollution, s'incarne dans le même esprit, c'est-à-dire de repenser, de rouvrir une boîte à outils, mais évidemment sur des problématiques un petit peu différentes au niveau des sources. Alors, quelles sont-elles ? Pour faire très simple, ces sources, je vous disais qu'elles sont à la fois nombreuses sur un fleuve donné, elles sont en général dans des zones relativement peu accessibles, mais dans lesquelles il y a des populations qui, d'une part, vivent de manière relativement traditionnelle. Si je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, du massif du Fouta Djallon, qui représente la taille de plusieurs régions françaises et qui est la source de 6 fleuves majeurs, dont le fleuve Sénégal, le fleuve Niger, le fleuve Gambie, plus 3 autres, et qui irrigue 300 millions d'habitants dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Donc à partir d'une zone qui est considérée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, vous avez les sources majeures des 6 grands fleuves majeurs de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, dans ces zones-là, vous avez l'impact du changement climatique, on y reviendra, c'est moins actionnable directement encore que. Et puis, vous avez l'impact de l'évolution humaine. Donc, vous avez un petit peu plus d'exploitation forestière. Là, la réponse passe par de l'agroforesterie durable. Alors, vous allez me dire, on n'est pas dans l'eau. Mais justement, on est dans la transversalité, et c'est ça qui est intéressant. Marie-Laure aurait pu mentionner aussi, d'une certaine manière, l'usage raisonné de l'eau dans l'agriculture. La manière dont vous faites de l'agriculture, premièrement, qui utilise moins d'eau dans le cours majeur du fleuve, mais qui reproduit aussi les capacités de recharge des nappes locales, avec un petit peu plus de couvert forestier, donc de l'agriculture sous couvert forestier, de la permaculture, une agriculture qui soit propice également à la renaturation des sols, à fixer plus de carbone dans le sol, ça c'est pour le côté atténuation, mais à recréer une faune vivante par moins de labour, des labours moins réguliers, etc. C'est une faune vivante dans le sol, captant elle-même de l'humidité, aidant à la recharge, aidant à aplanir les cycles de l'eau, toutes choses égales par ailleurs, rétablir des nappes. Alors ça, c'est plus au niveau de la science, pas encore au niveau de la technologie, encore que, y compris un certain nombre d'entreprises qui sont d'ailleurs partenaires du partenariat français sur l'eau, gèrent des sources, y compris en France. On a aussi dans nos travaux internationaux rencontré des entreprises de boissons, alors plus alcoolisées, japonaises, asiatiques, etc., qui doivent gérer les sources, la pureté de sources pour leurs produits et qui ont développé des véritables savoir-faire, des véritables technologies qui, toutes ces technologies de gestion d'un écosystème permettent de recharger une ressource et de préserver sa pureté, de lutter contre la pollution. Eh bien, ces savoir-faire, ces technologies-là existent aujourd'hui, entre guillemets, dans le Nord, ne sont pas présentes dans le Sud. Alors, est-ce qu'on est, du coup, là je m'arrête une minute, dans le bon vieux paradigme qu'il faut que le Nord aide le Sud? Je ne crois pas. Parce qu'à l'inverse, il y a d'autres savoir-faire d'adaptation, de résilience qui ont été développés dans le Sud, toujours dans les techniques agricoles, des mises en défense des ressources, des barrières pour que l'érosion du sol ne vienne pas polluer les sources, etc. Et de maintenir des sources malgré tout naturelles, parce que, y compris en Europe, si on s'amuse à cimenter toutes les sources, toutes choses égales par ailleurs, ça a un impact à long terme sur la source. Donc il y a un apprentissage qu'on peut faire également du Sud vers le Nord, et ce qui est important, c'est que cette transversalité soit mise en lumière entre le Nord et le Sud. Alors,
un type particulier de technologie, c'est la donnée. Tu mentionnais le rôle prégnant du téléphone portable. Ce qui est important sur ces points nombreux et disséminés géographiquement, c'est de créer de la donnée locale. C'est d'installer des systèmes, des capteurs, mais d'avoir également des entrepreneurs locaux, incuber des jeunes start-upers, par exemple si on parle du massif du Fouta Djallon qui est géographiquement situé en Guinée, des Guinéens, des Guinéennes, des Ouest-Africains, des Ouest-Africaines formés qui choisissent de s'installer, auxquels la communauté internationale donnerait les moyens de s'installer pour créer un véritable écosystème de mesures. Dans une logique d'appui par une incubation, par exemple, l'incubation de start-up, et ça c'est ce que la chère Tech for Change fait, enfin accompagne également l'incubateur de l'école polytechnique. Et on a commencé à mettre en place, non pas des pilotes de ça exactement, mais on a commencé à mettre en place des échanges entre les étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, d'une part, les étudiants de l'école polytechnique, d'un master lié à l'innovation, d'autre part, et c'est assez prometteur, on voit qu'il peut y avoir des échanges structurés. Donc, la technologie, avec éventuellement des technologies relativement simples de capteurs, etc. Deuxième couche de technologie par l'intégration de données. La dimension humaine et formation par l'incubation de jeunes entrepreneurs. Et puis la quatrième dimension qui est le financement de tout ça. Alors, 2 mots, mais on y reviendra sans doute. Vous avez tous entendu parler des obligations vertes, de la finance verte, qui a besoin d'un certain nombre de données. Ce n'est pas simplement de la finance qui va être rentable stricto sensu, c'est lié à des investisseurs qui souhaitent avoir un impact. L'impact, il faut le mesurer sur les écosystèmes, sur l'environnement, sur les systèmes d'eau, sur les systèmes réels d'eau qu'a décrit Marie-Laure, et puis, j'allais dire, sur les ressources en eau et sur l'environnement et les populations. Eh bien, pour la finance bleue, qui cherche à se mettre en place sous égide des Nations Unies et sous égide de coopération bilatérale, notamment de la Suisse, avec notamment les zones dont je viens de vous parler d'Afrique de l'Ouest, eh bien, on a besoin d'un ensemble de données sociales, humaines, de données techniques. Eh bien là, la technique est très importante pour mobiliser du financement. Je crois que c'est très important parce que la taille des enjeux fait qu'on va passer de gestion d'une ou deux sources à des gestions de dizaines de sources, je l'ai dit, et on va passer de projets qui se chiffrent en dizaines, trentaines ou cinquantaines de millions d'euros à des chiffres en centaines, voire milliards d'euros pour ce genre de choses. Mon tout dernier point, et pour revenir à nouveau et réinsister sur l'apprentissage dans les deux sens, les systèmes d'eau, la dégradation des sources est plus avancée malheureusement en Afrique de l'Ouest parce qu'on a un historique de sécheresse qui est plus important. Donc comme je le disais, on n'a pas toutes les données qu'on souhaiterait, mais on a quand même une profondeur temporelle sur l'évolution des aquifères, sur l'évolution des systèmes de recharge, qui je pense est très important pour nous en Europe, en France, anticiper ce qui risque de se passer les prochaines années. Donc la coopération doit vraiment être dans les deux sens. Oui, je voulais simplement indiquer à ceux que ça intéresserait qu'ils peuvent trouver une information très concentrée sur les technologies de l'eau sur les sites de 3 de nos membres. Donc, il y a la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, FP2E. Il y a Aquavalley ou France Water Team, qui est un pôle d'innovation basé à Montpellier. Montpellier est un pôle très important pour l'eau. Il y a aussi une nouvelle chaire UNESCO. Donc voilà, donc Aquavalley / France Water Team. Et puis, bien sûr, il y a le ministère de l'économie et des finances qui a créé une filière eau douce, il y a 2-3 ans. Et là aussi, vous trouverez de l'information si vous souhaitez avoir une information sur les grandes évolutions technologiques, ce qui est déjà fait, ce qui est recherché, voilà, pour vous positionner. Merci. Bon, merci à tous les deux pour ces réflexions autour de la technologie. Je voudrais, avant de laisser l'interaction avec le public, si vous permettez, vous poser une question. Vous avez
tous les deux mentionné le rôle, évidemment, des acteurs. Il n'y a pas de technologie sans acteurs, et justement de l'action collective, soit dans la création de la régulation, dans les données, dans le développement de la technologie, dans le financement. Donc, je voudrais vous poser la question sur dans quelle mesure ou quelles expériences pouvez-vous mettre en avant qui ont permis de surmonter justement ces difficultés de mise en relation, de travail collectif pour faire avancer ces questions d'eau et justement nous faire sortir un peu de l'angoisse du moment vis-à-vis de cette crise actuelle, mais aussi future autour de l'eau. Je ne sais pas, peut-être qui souhaite commencer. On commence par vous, Marie-Laure. Merci. Alors, c'est le buzzword, action collective. Là, à New York, c'était vraiment ça. Et puis, l'un des grands attendus, des grands livrables de la conférence de New York était le Water Action Agenda, avec énormément d'initiatives lancées, etc. Et elles n'étaient acceptées que si elles étaient collectives. Et puis, c'est aussi sur ce principe que repose la gestion de l'eau en France, l'agenda 2030. La France a adopté une feuille de route sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 en France. Et ça a été le fruit de concertations multi-acteurs. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect plutôt multi-acteurs que action collective, évidemment, c'est encore un peu plus avancé. Et il y a tellement d'exemples que c'est difficile de... Voilà, nous, on a participé à New York à un événement organisé par Accenture qui a décidé de s'engager dans l'eau, sur les enjeux de l'eau, et qui est en partenariat avec Veolia et avec l'ONG 1001 Fontaines, qui est une ONG française qui se développe beaucoup et qui a beaucoup réfléchi à son modèle et aux solutions qu'il préconise pour la durabilité, etc. etc. Bon, et en fait, c'est une collaboration magnifique entre Accenture et Veolia. Veolia est certainement client d'Accenture. Voilà, donc ils travaillent ensemble sur ce qui peut être fait au niveau mondial. Donc il y a les questions d'échelle, et puis les questions d'expertise qui sont insufflées à des ONG comme 1001 Fontaines. Je crois que ce 1001 Fontaines a été créé par des ingénieurs d'ailleurs. Et donc voilà, c'est une réussite qui est totalement collective. Deux exemples. Les organismes de bassin, donc les organismes de bassin ont été déjà décrits par Marie-Laure. Par exemple, dans le contexte français, vous avez un fleuve, un organisme de bassin, etc. Eh bien, quand ces organismes de bassin sont transfrontaliers, quand il y a des fleuves transfrontaliers, on peut imaginer la création d'un organisme de bassin international. Eh bien, il y a des organismes de bassin internationaux en Europe, en Afrique, sur tous les continents. Donc, il y a le réseau international des organismes de bassin, au sein duquel il y a le réseau africain des organismes de bassin, et ce sont des associations qui fédèrent donc ces organismes de bassin, qui échangent des bonnes pratiques, qui échangent des savoir-faire. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez des apprentissages dans plusieurs sens. Je mentionnais tout à l'heure les apprentissages du sud, entre guillemets, vers le nord. Les organismes de bassin africains, par exemple, certains sont consultés par des pays, notamment d'Asie centrale, qui souhaitent constituer des agences de bassin ou qui ont des embryons institutionnels de pré-agences de bassin qui font des missions pour étudier un certain nombre d'agences de bassin africaines qui fonctionnent depuis 50 ans. Je prends un exemple, l'OMVS, l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, qui regroupe la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Guinée, a été fondée il y a 50 ans et reçoit régulièrement des visites d'Asie centrale, pour voir comment on peut résoudre les enjeux de cogestion des fleuves. Ça, c'est très important, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le découpage des actuels pays d'Asie centrale a été fait dans les années 30 par un certain Staline, qui a redécoupé de manière à ce que les républiques d'Asie centrale ne soient non viables en dehors de l'Union soviétique. Et puis elles ont pris leur essor, leur indépendance quand même. Et elles sont quelque part, non pas non viables, mais elles sont condamnées à s'entendre ou à dépérir si elles ne s'entendent pas sur la ressource en eau. C'est bien
l'organisation politique de la rivalité sur l'eau qu'avait pensé Staline dans les années 30. Donc vous voyez, il y a 90 ans, on n'avait pas nécessairement les mêmes... on jouait moins collectif qu'aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Mais premier exemple, les agences de bassin. Deuxième exemple, toujours sur les agences de bassin, plus au niveau régional, je reste sur le cas de l'OMVS. Il y a eu des innovations institutionnelles. Il y a, premièrement, pour tous les ouvrages autour de ce fleuve, ici je voudrais saluer Ahmed Semega, l'ancien haut-commissaire de l'OMVS, qui nous a permis de faire beaucoup de terrain, de comprendre ces enjeux, de pouvoir les détailler, les présenter dans la communauté internationale et puis CXASM. Premièrement, communauté des ouvrages, c'est-à-dire propriété commune des ouvrages, solidarité commune entre les États pour financer les ouvrages, nos régulations de la salinité, des ouvrages de production hydroélectrique, partage de la production hydroélectrique, partage de subventions à partir du bénéfice généré, subventions redonnées à l'agriculture irriguée, programme, j'allais dire, de passage au vert de l'agriculture irriguée en passant des pompes diesel il y a quelques décennies à de l'électricité générée par le solaire aujourd'hui. Donc vous avez, premièrement, une innovation institutionnelle. Deuxièmement, une innovation institutionnelle forte au sens où il y a une unicité juridique, une identité juridique du fleuve Sénégal et l'organisation, et donc les 4 États, est en train de travailler à intégrer à cette identité juridique l'ensemble des affluents majeurs et éventuellement, les discussions ne sont pas encore stabilisées, la partie le bassin hydrographique. Deuxième grande série d'exemples, l'intégration entre la diplomatie sur l'eau, c'est-à-dire l'hydrodiplomatie d'une part, et la science. Je vois qu'on a 5 minutes ou 5 secondes, on va s'arrêter rapidement, mais nous avons travaillé, nous avons beaucoup échangé avec la diplomatie finlandaise. La diplomatie finlandaise a, depuis des décennies, un travail d'intégration entre la recherche des scientifiques, l'action des praticiens de l'eau et leurs diplomates. Ils ont monté, si vous voulez, ce qu'on appelle une intégration entre la Track 1 diplomatie et la Track 2 diplomatie. La Track 1 diplomatie, ce serait la diplomatie de rang 1, ce sont les diplomates qui interviennent en général, non pas trop tard, mais quand les enjeux sont exacerbés. La Track 2 diplomatie, ce sont tous les échanges au sein de la communauté scientifique, la communauté des praticiens, qui permettent de préempter les problèmes, de construire des outils sur le long terme. Eh bien, l'intégration entre cette diplomatie de rang 1 et l'activité scientifique praticienne, qui du coup recommune comme une diplomatie de rang 2, cette intégration est extrêmement importante au plan international. Voilà. Merci beaucoup. On a le temps de passer maintenant aux questions. Bonjour, Xavier Litrico, je suis le directeur sciences et technologies du groupe Suez. Et merci pour les échanges. Je voulais réagir, j'avais trois points, juste une réaction finalement, mais très rapide. Premièrement, sur les technologies sur l'eau, je vous invite également à aller voir le Memento de Grémont, qui est une somme ouverte, donc c'est open source, donc vous pouvez trouver l'information sur Internet. C'est un Memento qui existe depuis une 50aine d'années, qui est diffusé partout dans le monde et qui développe, qui déploie, enfin qui explique ce que sont les technologies de traitement de l'eau qui ont été mentionnées. Sur l'innovation nord-sud et sud-nord, je pense que c'est un vrai point que vous avez là et au Sénégal, on est présent et on développe un centre d'innovation exactement sur l'idée que vous avez mentionnée. Et enfin, sur l'action collective, je voulais mentionner le fait que Suez pilote une chaire avec AgroParisTech, dont l'objectif est de former les managers de systèmes de pays émergents, d'eau d'assainissement. Et donc c'est aussi une action collective que je voulais mentionner à votre connaissance. Je vous laisse réagir évidemment. Qui est notamment basée à Abidjan. Il y a un siège à Abidjan, il y a quelque chose à Abidjan, il me semble. Ah bon, c'est autre chose encore, d'accord, pardon. Réaction très rapide. Je vous invite à partir de Dakar, parce que vous êtes basé à Dakar, à aller au Fouta Djallon. Vous connaissez bien. Bon, alors on échangera. Merci pour vos interventions. Je voulais revenir parce que vous avez souligné l'importance de l'action collective qui était mise en avant, qui est de plus en plus mise en avant, mais
qu'est-ce qu'on fait en fait aussi face au mouvement de privatisation et de gestion par le marché de l'eau dans des pays, notamment en Australie? Je voudrais juste revenir sur les mots. Alors, il y a privatisation, il y a financiarisation. Hein, ce sont des mots, une distinction qui est importante. Effectivement, il y a une tendance, je crois que c'est en Californie aussi qu'on commence à financiariser la ressource elle-même, et en Australie. Alors, pour les acteurs français, c'est inquiétant. Ce n'est pas du tout dans l'ADN français, et il y a beaucoup d'expressions contre ce phénomène. Mais je ne sais pas si Joël aurait plus de choses à dire là-dessus. Je suis tout à fait ignorant de l'Australie. Mais d'un point de vue économique, la financiarisation d'une ressource, c'est l'organisation de la rareté, alors que l'approche collective, c'est l'organisation d'un retour, peut-être pas vers l'abondance, mais vers une utilisation raisonnée qui fasse que, avec des échanges intertemporels, avec des accords intertemporels, avec des accords interusages, chaque usage clé, ou chaque usage légitime, plutôt, se retrouve dans une ressource disponible à situation donnée. Et deuxièmement, l'organisation collective forte, c'est de mettre en place, et donc de financer, mais d'une autre manière que la financiarisation, c'est de financer le développement d'un retour vers plus de ressources, de recréer plus de ressources. Si vous voulez, mon message était qu'un système, en tout cas fluvial, bien traité, peut voir plus d'eau revenir, y compris des sources mortes peuvent revivre, des sources fragiles peuvent être consolidées, et au final, il peut y avoir plus d'eau dans son ensemble, et en tout cas une eau mieux gérée. Et ça, c'est une coalition forte. Et de ce point de vue-là, le financement est important, la financiarisation, en effet, plus inquiétante, je pense. Simplement, pour abonder dans votre sens, la notion d'eau bien commun ressort de plus en plus dans toutes les prises de position de l'Union européenne, en tout cas. Ça faisait partie des mots-clés pour les Européens. Et on voit effectivement que le sujet monte, et qu'on va de plus en plus vers des modes de gouvernance qui sont différents et qui sont inquiétants pour la ressource. Bonjour, merci beaucoup pour vos propos. J'avais une question, mais qui était plutôt sur savoir si ce sujet était vraiment un enjeu à la hauteur de ce que vous avez décrit dans les pays, on va dire ce que vous appelez les pays du Nord, en tout cas les pays qui sont très urbanisés. On parle beaucoup aussi d'artificialisation des sols, et notamment avec un problème de traitement après de l'eau de pluie qui vient être dépolluée avec le reste des eaux d'assainissement. Est-ce qu'il y a des recherches, ou en tout cas des démarches qui vont essayer de traiter cette eau de pluie qui est parfois abondante de manière un peu, je sais pas, pour aller abreuver l'agriculture, et donc du coup de fait moins prendre l'eau qui pourrait être stockée dans les nappes dans d'autres points. Je sais pas si ma question est claire, mais c'est de savoir si c'était un enjeu, et si c'était un enjeu, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont lancées sur ce terrain? Merci. Je crois qu'on s'est concerté, c'est un sujet, on ne peut pas tout connaître, c'est un sujet qu'on connaît assez mal chacun. Est-ce que je peux vous donner peut-être un tout petit témoignage sur une étude de cas, un terrain, où j'avais vu ça de loin il y a une quinzaine d'années, donc l'état de l'art a peut-être largement évolué, mais c'est au niveau de l'Inde. Au niveau de l'Inde, historiquement, la plupart des villages avaient
des systèmes traditionnels de collecte des eaux de pluie, de stockage souterrain, qui permettaient de recharger la nappe. Ça a été évidemment complètement abandonné. Alors, c'était organisé différemment en Inde du Nord, en Inde du Sud, passons. Ça a été complètement abandonné dans un contexte d'urbanisation. Et puis ensuite, il y a eu la deuxième phase, qui est ce que vous indiquiez, la phase d'asphaltisation, d'artificialisation des sols. C'est aujourd'hui vu comme une contrainte majeure dans un contexte démographique et de densité démographique qui est bien supérieur à celui de l'Europe, hein, puisque sur le nord de l'Inde, vous avez des densités de population de 1000 habitants au kilomètre carré, y compris en zone rurale. Bon. Donc, c'est perçu comme un enjeu majeur dans certains pays très fortement, très densément peuplés. En France, je connais moins l'état de l'art des discussions parce que bon, on voit par la presse en effet qu'il y a deux types de discours, mais je crois qu'il y a quand même une loi sur l'artificialisation des sols qui se prépare. Bon, peut-être que dans le public, quelqu'un en sait plus. Oui. Voilà. Merci de me donner la parole. Oui, c'est un sujet qui est effectivement travaillé par les groupes, Suez Veolia ou d'autres. Pour le cas de Suez, je peux en parler, puisque je connais bien le sujet. Donc les eaux pluviales, c'est à la fois un problème de gestion de trop-plein. Donc en fait, on va essayer d'éviter les inondations. Et dans ce cas-là, on a des solutions qui existent, soit par des solutions de hardware, donc on va construire des grands réservoirs dans lesquels on va amener l'eau pour éviter qu'elle déborde. Et ça, on l'a développé dans pas mal de villes, hein, en France, mais aussi à l'international. Je pense à Singapour, qui est un bon exemple où il y a vraiment une gestion très, très fine de ces sujets-là, avec de la data, avec de l'intelligence, avec de l'optimisation en temps réel. Hein, puisqu'on utilise des capteurs pour mesurer la pluie qui va arriver, pour anticiper ensuite les flux et les orienter, même en fonction de leur pollution. Donc, en fait, on va pouvoir. Donc il y a vraiment une gestion très fine de ces sujets pour éviter de polluer le milieu naturel. Et alors sur votre question sur la reuse, donc comment est-ce qu'on peut réutiliser cette eau, moi ça m'a fait penser plutôt à ce qu'on fait sur la réalimentation de nappes. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire aussi dans pas mal d'endroits, c'est d'utiliser l'eau. Alors je ne parle pas des bassines, hein, je parle vraiment de systèmes où on va prendre de l'eau disponible, soit dans un fleuve, soit c'est de l'eau de pluie, et on va favoriser son infiltration dans les nappes. Donc finalement, on utilise la nappe comme un moyen de stockage naturel de l'eau et de filtration également, parce qu'il y a une filtration dans le sol. Et donc l'eau qu'on va pomper ensuite, elle sera plus présente en volume et meilleure en qualité également. Yes, sorry, maybe in English, sorry. Yes, you would like to search on the term sponge cities. I think China is quite advanced on this topic regarding to rainwater storm management, so sponge cities in China. Thank you. Oui, Alan Bryden, ancien secrétaire général de l'ISO. Je voulais apporter un témoignage parce que sur les questions sur lesquelles nous venons d'échanger, la diffusion des bonnes pratiques de gestion est très importante. Alors tout le monde connaît bien sûr la norme ISO 9001, mais on connaît peut-être moins bien la norme ISO 46000 qui a été publiée il y a 2 ans sur la bonne gestion de l'eau et qui donc transpose dans le domaine de l'eau les bonnes pratiques de management que l'ISO diffuse dans d'autres normes. Je voudrais aussi souligner que cette norme a été développée dans le cadre d'un comité technique de l'ISO dont le secrétariat est assuré par l'AFNOR en France. Donc voilà des bonnes pratiques qui peuvent maintenant se diffuser avec un véhicule normalisé au plan international. C'était une information. Merci. Je pense qu'il y a pas, je vois pas très bien, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc je tenais à vous Si,
Oh, pardon. Juste une question de néophyte un peu plus globale. Vous avez parlé de cible, Marie-Laure. Au-delà de cible, est-ce que l'un des enjeux, c'est pas de passer de cible à objectif? Quand on pense, vous mentionnez la COP, dans la tête de tout un chacun, il y a un objectif entre ingénieur et économiste quantitatif et une deadline. Il ne faut pas dépasser un certain nombre de degrés dans un certain délai. Alors, est-ce que c'est possible d'imaginer le même type d'objectif pour qu'il y ait une prise de conscience globale sur l'eau, vu la complexité, selon vous, et est-ce que ça pourrait aider ? Alors j'avoue que entre cible et objectif, c'est la terminologie qui a été utilisée pour tout l'agenda 2030, là, avec l'objectif qui est la notion que plusieurs cibles permettront d'atteindre cet objectif. Je sais pas, Joël, si tu as une réflexion sur le... Plutôt sur la deuxième partie de la question, moi. Oui. Vas-y, je t'en prie. Si j'ai bien compris, la deuxième partie de la question, c'est qu'on appelle ça cible ou objectif, c'était la possibilité d'un objectif quantifié, etc., qui servent de référence. Alors, moi, j'ai un regard très personnel sur... Je pratique les COP depuis assez longtemps. Je trouve que c'est à la fois une des grandes chances du climat que de pouvoir être in fine modélisable en un objectif, un chiffre, voilà, on est au-dessus, on est en dessous, voilà. Bon. C'est à la fois formidable et c'est une grande faiblesse, c'est une grande fragilité. En tout cas, il y a un risque. Et je ne veux pas faire de suspense, mais il n'y a pas l'équivalent sur l'eau, donc c'est pas plus mal. J'explique. En effet, si on parle, j'allais dire, de modélisation climatique, on peut, je ne suis pas climatologue, mais on peut, modulo un certain nombre d'hypothèses quand même, avoir une température moyenne. Déjà, c'est compliqué parce est-ce qu'on prend les surfaces émergées, est-ce qu'on prend la masse de l'air, est-ce qu'on prend plutôt la géographie, sur la géographie également la surface des océans. Bon, vous voyez, il y a des hypothèses. Mais on peut avoir à la fin une élévation moyenne de la température qui va, premièrement, masquer un différentiel très important entre des zones tempérées et des zones sahéliennes. 1,5 degré d'évolution moyenne, c'est 3 degrés en plus dans le Sahel. Ça va deuxièmement masquer des variabilités, et on commence à comprendre aujourd'hui que ce n'est pas simplement un enjeu de réchauffement climatique, mais de changement climatique, de variabilité climatique. Vous voyez, ça cache une deuxième chose. Ça cache un troisième aspect qui est que sur ce qu'on appelle l'adaptation, sans doute à tort, mais qui est la manière dont coévoluent un certain nombre de systèmes vivants et de systèmes d'écosystèmes. Là, pour le coup, on a quasiment une unicité d'écosystème à un endroit. Alors, peut-être pas une unicité, mais rien que sur la zone sahélienne, vous avez 5 régions écosystémiques qui vont évoluer différemment. Sur l'ensemble du monde, vous avez une centaine, 120 de régions écosystémiques qui vont évoluer différemment. Vous voyez, donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce 1,5 tel horizon, en réalité, on s'aperçoit que c'est pas du tout le même enjeu pour des îles plates, pour des îles de la même zone pacifique, mais qui sont comme ça, et donc ils vont perdre 0,2% de leur superficie pendant que les voisines vont être englouties, pour le Sahel versus la Sibérie, etc. Bon, plus tout un tas d'autres phénomènes. Donc, je pense qu'il y a un vrai risque aussi sur le climat, et je parle vraiment des COP, à s'arc-bouter uniquement sur ce 1,5 à horizon qui se négocie chaque année. Bon. Si on revient à l'eau, donc vous avez compris, il y a, à ma connaissance, pas d'équivalent, et compte tenu de ce qu'on vient de dire de la complexité des écosystèmes de l'eau, il n'y a pas d'équivalent. Mais à l'inverse, je pense que c'est une grande chance. Je disais tout à l'heure, les COP, changement climatique, désertification, biodiversité ne sont pas interreliés. Je crois que l'eau est une possibilité de relier ces 3 COP et de réintroduire, non pas du qualitatif, attention, mais de réintroduire une variété de facteurs quantitatifs. Je crois beaucoup dans l'importance du quantitatif, ce qui se mesure mal se gère mal.
sans quantitatif, on ne peut pas déployer de la technologie. Sans technologie, on n'aura pas une mesure de l'évolution du quantitatif et d'action. Mais il faut une variété de quantitatifs. Et je pense que l'eau peut permettre de faire ça. Je ferai juste une remarque. Cette conférence de l'eau où nous étions, tout le monde craignait, enfin, on ne craignait pas tant que ça, mais on craignait un peu quand même qu'il y ait une 4e COP qui se mette en place, une COP de l'eau. Et là, ça aurait été une catastrophe parce que ça aurait fait un silo de plus. Je crois que le fait qu'il y ait eu un appel aux actions collectives enregistrées, est un bon signe que l'eau peut jouer, en tout cas différentes acceptions des enjeux autour de l'eau qu'on a décrits, puissent servir de passerelle entre diverses COP. Voilà. Dans le cas des ODD, il y a aussi les indicateurs qui sont, eux, chiffrés. Voilà. Mais je crois que ce qui est très important dans cet agenda 2030, qui une fois de plus a été très très bien pensé, c'est l'aspect systémique. Et ça, c'est vraiment une approche à intégrer aussi. Et avant de conclure, je voudrais vous inviter à aller sur notre site et aller regarder l'application qu'on a développée avec la junior entreprise de l'X. Ça fait 3-4 ans qu'on travaille dessus. On a développé une application qui s'appelle Water for All SDGs et qui permet d'évaluer une politique ou un projet au regard de l'agenda 2030, justement, qui permet de prendre en compte cette approche systémique de ce que doit être un réel progrès. Parce qu'on peut sinon avancer dans un sens et reculer dans l'autre simultanément, etc., etc. Donc voilà, nous, c'est une petite contribution qui a été faite par notre vice-président qui est polytechnicien avec la junior entreprise de l'X. Voilà, je voulais préciser ça aussi. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a, une question depuis assez longtemps. on a le temps pour une dernière question. Il y avait un monsieur qui levait la main depuis assez longtemps, mais bon. Oui, bonjour. Vous avez fait souvent référence donc aux apports de la technologie pour améliorer la gestion de l'eau, l'optimisation, etc. Vous avez cité l'exemple, par exemple, du téléphone, du mobile. Mais la technologie elle-même peut être consommatrice d'eau. Le téléphone mobile, l'extraction de tous les minerais nécessaires à la fabrication d'un téléphone. Tout à l'heure, il y a un sujet sur l'IA générative. Donc la consommation d'eau de ces data centers est quand même très importante. Et j'ai pas encore senti, alors moi je suis ingénieur plutôt dans la tech, il y a eu il y a 15 jours une grande conférence avec Nvidia, les grands fabricants de ces matériels, et pour l'instant l'enjeu de l'eau n'apparaît pas. Voilà. Donc, et d'ailleurs masqué par un peu l'enjeu climatique, où il y a beaucoup là des fois d'annonces, mais très peu sur l'eau. Donc comment vous voyez un peu cette schizophrénie technologique, à la fois for good, mais peut avoir des effets négatifs? On y vient. Effectivement, il y a une prise de conscience qui est décalée par rapport à celle sur le réchauffement climatique. Il y a une société concurrente d'OVH, de Google et des autres qui s'appelle Scaleway, qui a développé justement pour parler uniquement des data centers, mais des data centers qui sont très peu utilisateurs d'eau, parce qu'effectivement, il y a la notion de climatisation pour refroidir qui est extrêmement utilisatrice d'eau. Mais de manière générale, on sent, nous, une prise de conscience très rapide, tout simplement parce qu'on est au pied du mur. Et là, on a une demande des médias très, très étonnante. Et il y a plein de façons d'aborder cette question pourquoi est-ce que c'était pas le cas avant, pourquoi c'est le cas maintenant. Mais en tout cas, là, je pense qu'on y est vraiment. Oui, même son de cloche, je ne sais pas s'il faut dire optimisme, parce que c'est un optimisme au pied du mur, en effet. Mais donc, moi, je suis dans des groupes de travail du G20. Alors, le G20 a une présidence tournante, une fois un pays du Nord, une fois un pays du Sud, c'est les 20 plus grandes économies. Il est actuellement présidé par l'Inde, et dans le groupe de travail sur le changement climatique, l'énergie
et les ressources. Moi, j'ai vraiment vu des entreprises, c'est un groupe de travail qui travaille un petit peu avec les chercheurs, mais beaucoup avec les entreprises, des entreprises qui aujourd'hui ont un discours, enfin, ça va au-delà du discours, qui disent, voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut, avant, il fallait optimiser la chaîne logistique, alors, faire des profits, c'est des entreprises, faire des profits, mais en optimisant la chaîne logistique. Aujourd'hui, il faut faire des profits en optimisant les ressources. Les ressources énergétiques, les ressources d'impact sur l'environnement, et aussi l'eau est mentionnée par un nombre croissant d'entreprises, y compris les entreprises qui sont, je prends un exemple d'une entreprise que je n'aimerais pas, mais enfin c'est la première entreprise mondiale de fabrication d'éoliennes, elle est indienne, qui, j'allais dire, optimisant ses processus, etc., j'allais dire, cocherait déjà toutes les cases en s'occupant simplement de l'atténuation, moins d'émissions, impact carbone, etc. Non, ils travaillent également sur l'empreinte environnementale, ils travaillent sur leur impact en eau, ils ont anticipé choix stratégiques, perception stratégique que tous les enjeux de RSE deviennent excessivement importants et que tout ce qui est l'évaluation non financière des entreprises va avoir un rôle. Ou alors, une mobilisation réelle et sincère d'entreprises ou mélange des deux. En tout cas, on voit ça sur le terrain des grandes entreprises indiennes et de grandes entreprises du G20. Autre exemple très rapidement, j'étais en Chine la semaine dernière au forum de Boao, qui est le copier-coller chinois du forum de Davos, où il y a une interaction entre les grandes entreprises chinoises et des grandes entreprises du monde entier, quelques think tanks, etc. Pareil, la préoccupation environnementale est extrêmement importante, et lorsque vous faites un petit peu de terrain, lorsque vous allez dans les zones d'investissement, aujourd'hui, les différentes provinces chinoises se font une concurrence par le mieux-disant environnemental pour attirer les entreprises, parce que c'est devenu très compliqué et qu'elles ont compris que pour les entreprises occidentales, c'est un enjeu. Donc moi, je sens une évolution très forte, y compris sur l'eau. Un dernier point peut-être, on n'a pas eu le temps de discuter beaucoup, mais il faut faire attention dans les discours. Vous disiez, voilà, des technologies sont plus gourmandes en eau. Oui, simplement, il n'y a pas une quantité mondiale d'eau comme il y a une quantité de pétrole. On n'est pas sur une commodité. Il y a une eau inégalement répartie. Si un certain nombre de technologies aident à ce qu'il y ait plus d'eau à un endroit et que ces technologies consomment un peu d'eau à d'autres endroits, dans la mesure où ce que je viens de décrire est vrai sur les entreprises qui cherchent à consommer moins d'eau dans leur production est vrai, eh bien, je crois qu'on peut s'y retrouver quand même. Enfin, l'eau n'est pas une grandeur, comme on dit en science, c'est pas une grandeur intensive, voilà, c'est une grandeur extensive. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Laure et Joël, pour ces échanges riches et qui ouvrent donc cette première journée de la chaire et qui montrent l'importance de la technologie autour des questions environnementales et qui montrent que l'enjeu n'est pas mineur et on espère pouvoir continuer à réfléchir sur ces sujets. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.